Bienvenue à tous pour ce deuxième séminaire sur logique de programme et vérification déductive. Comme le séminaire de la semaine dernière, il va être consacré à une mise en pratique des plus impressionnantes, donc un magnifique outil de vérification déductive construit au-dessus de Spark et de Ada, le langage Ada. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Moy, de la société Adacor. Donc Yannick est quelqu'un qui fait de la vérification déductive depuis qu'il est tout petit. Déjà, il avait fait sa thèse de doctorat donc à l'Université Paris-Sud sur des sujets très proches et qui ont en particulier contribué ensuite à l'émergence de Framassi WP, enfin de la partie vérification déductive de C de l'atelier Framassi. Et donc depuis un certain temps, il travaille dans cette société Adacor qui à la fois développe tout un tas d'outils autour du langage Ada, en particulier le célèbre compilateur GNAT, mais aussi de très très beaux outils donc, pour la vérification. C'est ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. Merci Yannick. Merci Xavier pour cette introduction. Je suis très content d'être ici pour démontrer par l'exemple ou le contre-exemple que la preuve de programme n'est pas qu'une brillante élucubration, mais est utilisable et utilisée en pratique loin des laboratoires de recherche. Une élucubration au sens étymologique, c'est un travail de l'esprit qui se poursuit tard dans la nuit à la lumière des lampes. Je trouve que c'est une jolie image du travail de recherche. Je vais parler de preuve auto-active de programme, qui est une approche de la preuve de programme qui permet à des langages qui ne sont pas coqs de se prendre un peu pour des langages de preuve. Dans cette approche, l'utilisateur collabore avec des outils de preuve automatique pour obtenir la preuve de ses programmes, à l'image de cette main humaine et de cette main cybernétique qui semble faire fi des règles du jeu d'échecs pour faire la paix entre leurs rois. C'est la vision idyllique. En pratique, l'utilisateur a parfois l'impression que l'outil est son adversaire. Je vais parler d'un outil en particulier, l'outil Spark, pour la preuve auto-active de programme dans le langage Ada, un outil co-développé entre Adacor, Altran et INRIA. Le langage Ada a une histoire originale. C'est le seul langage qui soit le résultat d'un concours international du DoD, le département de la défense américain, à la fin des années 70. Pour participer à ce concours, il fallait répondre le mieux possible à un recueil d'exigences qui a été raffiné de 75 à 78 avec Strawman, puis Woodenman, Tinman, Ironman et Steelman, on dirait des noms de super-héros. Et plus surprenant, une définition formelle est demandée. Donc les deux équipes finalistes, l'équipe rouge et l'équipe verte, vont développer une spécification formelle sur papier de leur langage. On aura ensuite une standardisation par l'organisme international ISO en 1983 du langage Ada, et les versions successives seront également standardisées en 1995, 2005, 2012 et bientôt en 2022. Peu après la standardisation du langage Ada, on a vu une vague de projets de recherche, de preuves de programme Ada, qui faisaient souvent suite à des projets similaires pour d'autres langages. Ainsi, ANA pour Annotated Ada faisait suite aux travaux sur le Stanford Pascal Verifier à l'université de Stanford, et Spark faisait suite aux travaux sur Spade Pascal, autour du langage Pascal, à l'université de Southampton. Penelope, lui, était basé sur l'environnement Larch développé au MIT. Donc, depuis le début, on a une spécification précise du langage Ada, et le langage Ada fournit également de nombreuses spécifications pour les programmes. Donc, vous avez ici des exemples de code Ada avec des types et une spécification de procédure. Le type value est un nouveau type scalaire basé sur le type standard integer qui fournit en plus une contrainte d'intervalle. Toutes les valeurs de value seront entre moins 10 000 et plus 10 000. Le type data est un type de tableau qui va prendre ses indices dans les nombres positifs et ses valeurs dans le type value. La procédure sort, donc de tri d'un de ces tableaux, prend son argument D comme paramètre d'entrée-sortie, ce qui est exprimé ici avec ce mode in-out, et on a évidemment un mode in pour les entrées, un mode out pour les sorties.
On peut spécifier dans une post-condition le comportement de cette fonction de tri en disant ici que pour tous les indices du tableau en dehors du dernier indice, le tableau est localement trié en sortie. En utilisant des expressions riches, donc ici une quantification for all et une conditionnelle if then. Et de manière générale, le langage ADA sépare les spécifications de la représentation des données, comment les bits sont rangés en mémoire, des spécifications fonctionnelles, les types que vous voyez ici. Il favorise également la détection des erreurs pendant la compilation en déléguant à l'exécution les vérifications qui ne peuvent pas se faire statiquement. Si on prend un programme en ADA, dans une approche par test classique, le test va réussir ou échouer, et on va répéter ce processus pour tous les tests d'une suite de tests, sans pouvoir obtenir de garantie à la fin pour toutes les exécutions possibles du programme. Spark est le sous-ensemble d'ADA qui va permettre de faire de la preuve. Et c'est un sous-ensemble, c'est-à-dire que tous les programmes ADA ne vont pas pouvoir s'exprimer en Spark, ou plus pratiquement, toutes les parties d'un programme ADA ne vont pas pouvoir s'exprimer en Spark. Si la preuve réussit, alors on a une garantie forte que pour toutes les exécutions, les propriétés sont vérifiées. Dans le cas contraire, on distingue deux sous-cas. Soit, et c'est la flèche rouge, la propriété est violée, soit, et c'est la flèche jaune, la propriété n'est pas violée, mais le programme viole les contraintes de Spark. Et enfin, pendant le développement, on se retrouve en général dans un troisième cas, qui est on ne sait pas. On va devoir interagir avec l'outil, possiblement modifier le code ou ses spécifications pour se ramener au cas de gauche. Spark est utilisé en pratique pour vérifier des programmes critiques de taille intermédiaire, de l'ordre de quelques dizaines de milliers de lignes de code. Et j'ai choisi ici de représenter les domaines d'application de Spark en fonction des arithmétiques machines utilisées sur ce diagramme de Venn. Cette analyse ne vaut que pour les quelques dizaines d'industriels que nous accompagnons dans l'utilisation de Spark, donc n'a qu'une valeur anecdotique pour les autres. Dans tous les programmes, on a de l'arithmétique entière, arithmétique soit signée, soit modulaire. Et dans quelques domaines, on s'en contente. Dans le domaine des logiciels d'infrastructure, pensez à un système d'exploitation, parce qu'il n'y a pas de phénomène physique à modéliser. Ou dans le domaine ferroviaire, pour les logiciels les plus critiques qui arrêtent le train soumis à vérification formelle, parce que les contraintes fortes de certification ont fait qu'on a préféré utiliser les entiers. Et donc il y a de l'arithmétique à virgule fixe qui ne dit pas son nom dans ces entiers. Dans le domaine de l'appareillage médical, on trouve de l'arithmétique à virgule fixe pour exprimer des dosages, des fréquences, probablement parce que les magnitudes des phénomènes considérés sont suffisamment resserrées pour que la virgule fixe soit une bonne solution. Et dans d'autres domaines, peut-être parce que les phénomènes physiques sont de plus grande ampleur, pensez au mouvement d'un avion ou la physique du moteur d'un avion, on trouve de la virgule flottante, donc en avionique, en spatial, en contrôle aérien. Et enfin, dans d'autres domaines, militaires, automobiles, on trouve toutes ces arithmétiques. Et c'est pertinent ici parce que différentes arithmétiques et différentes combinaisons d'arithmétiques vont amener des problèmes différents pour la preuve, donc on n'aura pas les mêmes problèmes suivant les domaines. Je vous propose maintenant de prouver un programme, par exemple ce programme qui calcule la somme des éléments d'un tableau, publié par Robert Floyd en 1967 dans cet article Assigning Meaning to Programs, qui a déjà été mentionné dans ce cours. Donc voilà ce programme où on a donné un nom au type d'indice et un nom au type de valeur, avec ce type de tableau ici, data, que j'ai choisi de contraindre en disant que le premier indice sera toujours 1 et le dernier indice sera soit 0 pour un tableau vide, soit positif avec ce prédicat. Et on a cette fonction sumFloyd qui prend en argument un tableau A, data, et une valeur n étant entre 0 et le dernier indice valide du tableau, donc c'est la précondition. Et l'implémentation de cette fonction se fait à travers cette boucle, comme dans l'algorithme de Floyd, où on accumule les valeurs du tableau A dans cet accumulateur S, où j'ai rajouté un invariant de boucle ici pour spécifier l'intervalle des valeurs de I entre 1 et n. Et donc, à travers l'interface, on peut demander à Spark de prouver ce sous-programme. Voilà, on va garder ces options. Et l'outil Spark prouve effectivement que l'invariant de boucle est prouvé, donc en deux étapes, l'initialisation et la préservation. Il prouve également que le tableau est accédé à un indice I valable,
mais il ne prouve pas que les deux additions ici ne peuvent pas faire de dépassement de capacité. Et effectivement, nous n'avons pas borné les valeurs d'indice et les valeurs le type value à l'intérieur du tableau. Donc il y a un overflow possible, un dépassement de capacité. Et donc l'outil nous le dit en spécifiant ici, dans ce message, que le résultat de l'addition devrait tenir dans un entier machine 32 bits. Il nous trouve même des valeurs qui montrent le problème. Donc si par exemple ici A de 1 vaut l'entier minimal, qui s'appelle value tick first ici, et si on ajoute moins 1, effectivement on dépasse par le bas la capacité d'un entier machine. Dans l'autre cas, si I vaut le dernier indice, ici qui est le dernier entier signé, et qu'on ajoute 1, on va dépasser par au-dessus la capacité d'un entier machine. Et on a même une suggestion ici tout à fait pertinente de l'outil qui dit que peut-être que l'invariant de boucle devrait mentionner S. Alors, on va passer à une version prouvable, donc ici, où on a simplement borné les valeurs d'indice et de valeur. Donc ici maintenant notre indice va de 0 à 1 million et nos valeurs avec cette valeur max value va de 0 à 1000. Et on choisit ici de spécifier fonctionnellement ce que ça veut dire qu'une somme récursivement avec cette fonction auquel on rajoute une précondition pour que ces accès ici se fassent dans les bornes et une postcondition, donc c'est une spécification intrinsèque à la fonction, pour que cette addition, pour qu'on puisse prouver que cette addition reste également dans les bornes. Et comme c'est une fonction récursive, on lui rajoute un variant, et ici c'est cette valeur up to qui décroît. Donc on peut demander à l'outil Spark de nous le prouver, et spécifier ensuite cette fonction sumSpark en disant que le résultat du calcul sera bien égal à la spécification qu'on vient de définir. Et le corps ressemble exactement à ce que vous avez vu avant. Alors, vous voyez que j'ai changé la boucle while pour une boucle for qui est plus idiomatique en Spark et que j'ai mis l'invariant de boucle à la fin. En effet, en Spark, on peut mettre l'invariant de boucle à n'importe quel endroit de la boucle, un peu à la manière de Floyd. Et donc, on peut demander à l'outil de prouver maintenant cette implémentation. Donc je pense que ce petit exemple donne raison à Leslie Lamport qui disait en 2018 dans cet article au titre très explicite « Si vous n'êtes pas en train d'écrire un programme, n'utilisez pas un langage de programmation ». Une partie des difficultés en Spark vient du fait qu'on utilise des spécifications exécutables, en particulier des entiers machines à l'intérieur des spécifications. Et effectivement, si on veut autoriser toutes les valeurs entières positives à l'intérieur du tableau, en changeant cette valeur max value, alors, inévitablement, on a un dépassement de capacité dans cette spécification somme au moment où on fait l'addition. Ce n'est pas la seule qui vient des spécifications exécutables. Vous voyez ici un accès tableau qui, lui aussi, peut faire un dépassement de capacité. C'est un problème sérieux, un problème de correction ou soundness en anglais, qu'on ne peut pas évacuer. En particulier, on ne peut pas contourner avec des axiomes en disant par exemple que la fonction somme telle qu'utilisée dans le programme ne rendra toujours que des valeurs petites qui ne vont pas amener à un dépassement de capacité. Parce que la fonction somme est interprétée dans la logique sous-jacente de Spark, et donc cela amènerait à des contradictions. Et heureusement, et pour cette raison, les axiomes sont absents de la logique source de Spark. Ce problème avec les entiers mathématiques, on a le même avec des réels mathématiques. Mais on peut utiliser des entiers non bornés dans les spécifications en utilisant une librairie. Donc voici cette librairie d'entiers non bornés. Et donc ici, j'ai changé la valeur maximale dans le tableau pour autoriser tous les entiers positifs. On a maintenant cette fonction de spécification qui n'a plus de postcondition, puisqu'effectivement, on n'a pas besoin de borner la somme. Elle rend maintenant un begin, un de ces entiers mathématiques. C'est prouvé par Spark. Et la fonction de programme subbignum a maintenant une précondition, puisque pendant le calcul, on ne veut pas faire de dépassement de capacité sur les entiers machines. Une précondition qui dit que cette somme mathématique est plus petite que le dernier entier machine. Et dans ce cas, on veut prouver toujours que le résultat est bien égal à cette somme. Et donc si maintenant on regarde le code ressemble à ce qu'on avait vu avant, avec ici un lemme supplémentaire
Pourquoi? Parce qu'à chaque étape du calcul, à chaque itération, il va falloir prouver que la somme partielle rentre dans les capacités d'un entier machine. Et cela dépend du fait que ce tableau ne contient que des entiers positifs ou nuls. Et donc la somme partielle est bornée par la somme sur l'ensemble du tableau. C'est une propriété inductive, et donc les prouveurs automatiques ont beaucoup de mal à la déduire. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on la prouve avec un lemme intermédiaire. Et donc ce lemme est marqué spécialement comme du code fantôme, avec ce mot ghost. C'est-à-dire que c'est du code qui ne peut pas influer sur le comportement visible du programme et qui pourra être enlevé à la compilation. Et donc ce lemme, on l'exprime en disant que pour tout entier I et J dans le tableau, indice valide dans le tableau dans cet ordre, on veut que les sommes jusqu'à I et les sommes jusqu'à J soient rangées dans le même ordre. Et on a une petite preuve ici inductive faite avec une boucle. Et donc on commence avec cette valeur de la somme partielle jusqu'à I, et on va aller jusqu'à la somme partielle jusqu'à J en rajoutant tous les éléments K entre I plus 1 et J, en maintenant cet invariant que cette somme partielle qui vaut la somme des éléments du tableau jusqu'à K est bien toujours supérieure ou égale à la somme en entrée de boucle qui valait, comme vous l'avez vu, la somme jusqu'à I, en utilisant cet attribut ici qui désigne la valeur d'une variable en entrée de boucle. Et donc Spark prouve ce lemme qu'on utilise ensuite avec les bonnes valeurs, I et le dernier indice du tableau A, pour prouver que la fonction respecte sa spécification. On va revenir. On est des ingénieurs, donc on aime bien les problèmes, mais pas au point de s'en créer gratuitement. On a choisi les spécifications exécutables en Spark pour leurs bénéfices, en particulier parce qu'elles sont plus facilement compréhensibles par les ingénieurs. Cette affirmation vient plus de retour d'expérience pratique que d'expérience scientifique, même si Patrice Chalin, autour de 2007, dans le cadre du langage JML pour la spécification de programme Java, avait mené des expériences contrôlées avec des étudiants et des ingénieurs qui montraient qu'effectivement les spécifications exécutables étaient plus facilement compréhensibles. Donc les spécifications exécutables sont une forme de code, et en particulier elles sont compréhensibles par les autres outils de développement. Donc on peut déboguer et tester les spécifications, ce qui a une valeur importante déjà pour la correction interne, pour gagner en confiance au moment de prouver le programme que la spécification a bien le sens qu'on lui donne, et pour la correction externe, au moment où on insère un code prouvé à l'intérieur d'un code plus grand ou d'un système, pour vérifier aux bornes du code prouvé que les suppositions faites pour la preuve sont bien validées. On a vu un exemple de preuve autoactive avec le lemme, lemma sum increasing. La preuve autoactive, donc le mot autoactive, vient du rapprochement des mots automatique et interactive. Et on peut déjà dire qu'on fait de la preuve autoactive pour toutes les spécifications qui ne sont pas les spécifications externes du programme. Donc les spécifications de sous-programme interne, les invariants de boucle, et plus généralement l'utilisation de tout le code fantôme qui n'a pas d'effet visible sur le programme. Donc les assertions, les variables fantômes qui matérialisent des quantités utiles à la spécification ou à la preuve, et les lemmes. On peut parler de preuve autoactive au pluriel, puisqu'on a plusieurs objectifs pour ces preuves. Déjà prouver une propriété par induction, comme on l'a vu. Également fournir le témoin d'une propriété. Il est en général plus facile à l'outil de preuve automatique de vérifier qu'une valeur donnée par l'utilisateur vérifie bien une propriété que de trouver automatiquement cette valeur. Il est également possible de guider les prouveurs automatiques. Au lieu de demander au prouveur de montrer une grosse propriété compliquée, découper cette propriété en plus petits morceaux, ce qui permet à soit un prouveur, soit plusieurs prouveurs de la prouver en combinaison. Par exemple, on peut ici énoncer ce premier fait prouvé par un prouveur A, puis un deuxième fait prouvé par un prouveur B, et en déduire une conclusion prouvée par le prouveur C, en utilisant les faits précédemment prouvés. Et cela permet également de rendre la preuve automatique plus robuste. Car en effet, le programme va continuer à évoluer, l'outil de preuve également,
Et lors de ces évolutions, il est possible qu'une preuve automatique au fonctionnement heuristique soit perdue après évolution, en particulier quand ces preuves sont trouvées de façon difficile. Donc, ce découpage en preuves plus simples, en particulier si plusieurs prouveurs automatiques peuvent faire les mêmes preuves, contribue à la robustesse de la preuve dans le temps. Car en effet, certaines preuves sont difficiles pour les prouveurs automatiques, en particulier quand elles impliquent de l'arithmétique machine. L'arithmétique machine est entièrement décidable, il s'agit d'arithmétique sur des vecteurs de bits finis, 32 ou 64 bits en général, mais elle est rapidement impossible à décider dès qu'on a même 2 variables parfois. On aura des difficultés en particulier avec les opérations non linéaires, multiplication, division, modulo. Par exemple, cette propriété de transitivité de la divisibilité est difficile à prouver. Si A divise B et B divise C, alors A divise C. On aura également des difficultés avec les mélanges d'arithmétique. Donc ici, le mélange d'entiers et de flottants. Si A est un entier positif suffisamment petit pour que A et A plus 1 tiennent complètement dans la mantise d'un flottant 32 bits, alors on a cette égalité à droite parce que toutes les conversions et les additions sont exactes. Mais ça va être difficile à prouver par un prouveur automatique. Maintenant, si on se concentre juste sur les entiers, entiers signés ou entiers modulaires, on a 2 visions possibles des entiers machines, par exemple 32 bits. Donc là, je prends le cas des entiers signés. La vision mathématique, c'est que la valeur est comprise entre moins 2 puissance 31 et 2 puissance 31 moins 1. Et la vision informatique, c'est que l'entier est un vecteur de 32 bits à 0 ou 1. Et le choix dans l'outil Spark, pour accroître le taux de preuve automatique, c'est d'encoder les entiers signés comme des entiers mathématiques bornés et les entiers modulaires comme des vecteurs de bits. Ce qui amène des problèmes, évidemment, quand on combine les entiers signés et les entiers modulaires. Si on regarde maintenant les réels, on a 2 sous-cas, les réels en virgule fixe et les réels en virgule flottante. Les réels en virgule fixe sont en fait des entiers multipliés par un facteur rationnel constant. Et donc on les traite dans la preuve comme des entiers, en ajoutant la multiplication ou la division par le facteur quand nécessaire. Pour les réels en virgule flottante, par exemple 32 bits ici, on a également 2 visions. La vision mathématique, où une valeur est le produit du signe, plus ou moins 1, de la mantisse entre 0 et 2 puissance 24, et d'une puissance de 2, ici avec un exposant entre moins 149 et 104. Et une vision informatique, qui est que le flottant est un vecteur de 32 bits, avec le bit de signe, les 8 bits d'exposant et les 23 bits de mantisse explicite. Le choix dans les prouveurs automatiques, c'est soit d'encoder ces flottants comme des réels bornés avec opération d'arrondi, soit d'encoder ces flottants comme vecteurs de bits avec les opérations associées, et chaque encodage est meilleur pour certains types de problèmes seulement. Alors on va montrer dans le code à quoi ça correspond. Donc j'ai ici la version en virgule fixe, avec un facteur constant ici, qui vaut 2 puissance moins 10. Et vous voyez ce type de point fixe en ADA ou en Spark, qui s'exprime comme une rangée qui correspond en fait à tous les entiers positifs multipliés par ce facteur. Et ensuite, la spécification est très similaire à ce qu'on a vu avant. Donc on a une fonction somme récursive avec les mêmes préconditions et postconditions sur les réels à virgule fixe, et une fonction somme fixe. Donc vous voyez ici la spécification et le corps, encore une fois très similaire à ce qu'on a vu avant, et qui utilise de façon interne dans l'outil des entiers. On va passer à une version flottante. Donc ici, on utilise ce type de data sur des valeurs flottantes entre 0 et 1. Donc on a la fonction somme comme précédemment. Alors dans la preuve est un peu plus difficile ici, la postcondition ici mélange entier et flottant. Donc vous voyez, ça prend un peu plus de temps, parce qu'effectivement, il n'y a qu'un seul des 3 prouveurs qui arrive à prouver cette postcondition. Et ensuite, la somme, comme cette spécification est elle-même en flottante, la spécification continue à être que le résultat est égal exactement à la spécification flottante récursive.
avec le corps ici similaire, ce qui est prouvé par Spark. Alors j'ai dit que cette post-condition était un peu plus difficile à prouver. Dans le cas où elle ne serait pas prouvée, en fait ici vous pouvez la prouver de façon extrinsèque à l'extérieur de la fonction, puisqu'il n'y a pas de problème de débordement de capacité avec l'arithmétique flottante qui absorbe ici l'addition. Et donc si vous voulez prouver cette propriété de façon extrinsèque, vous pouvez l'exprimer sous forme de lemme ici, vous voyez, où j'ai répété essentiellement la même précondition et postcondition pour vérifier cette borne sur la fonction somme. Ce lemme va se prouver de façon récursive, et donc on aura aussi un variant pour la terminaison. Et on aura besoin d'un lemme élémentaire, ici là sur les entiers, qui correspond à la propriété que je vous ai mis tout à l'heure sur les planches. Donc quand i est suffisamment petit, alors l'addition en flottant et l'addition en entier sont identiques. Et donc c'est cette propriété qui n'est prouvée ici que par un des prouveurs. Donc ici j'ai utilisé des spécifications en flottant. Il est plus intéressant parfois d'avoir une spécification réelle et de comparer le calcul fait en flottant par rapport à une spécification sans arrondi. Et donc c'est ce que j'ai fait ici avec une bibliothèque de réel ou de rationnel. Et donc la fonction de spécification somme maintenant rend un rationnel mathématique. Donc là, pas de difficulté. Enfin, pas de difficulté, mais ça continue à utiliser un mélange de flottants quand même, et d'entiers, et de réel et d'entiers. Et la fonction SUMBIGNUM a une postcondition différente. Maintenant, on va vouloir prouver que le résultat est suffisamment proche de la spécification mathématique, et donc que la valeur absolue de la différence est plus petite que, ici, la longueur du tableau fois une constante epsilon, epsilon étant égal à 0,0001. Et la preuve est plus difficile. Donc, je vous montre les lemmes. Donc, on va devoir utiliser les mêmes lemmes que précédemment, à la fois sur les flottants et sur les réels. Un lemme qui montre que à chaque itération, l'erreur du calcul ne va pas être plus grande que epsilon. Et enfin, cette fonction SUMBIGNUM, voilà, donc vous voyez ici l'accumulation des valeurs du tableau dans S et l'invariant de boucle qui est celui que vous attendez, que la somme partielle fait une erreur pas plus grande que l'indice I fois epsilon. Et tout ce code auto-actif, donc ces lemmes que j'appelle ici, en ajoutant même, donc je lance la preuve, en ajoutant même des assertions pour renforcer la robustesse de la preuve, ce qui permet également de l'obtenir plus rapidement ici. Et vous voyez que c'est un peu plus difficile. Ah, alors, bon, effet démo, je ne sais pas pourquoi il ne prouve pas ici. Voilà, c'est prouvé. Vous pouvez le reproduire avec le code qui est sur l'archive Git. Effectivement, c'est plus difficile. Un autre problème avec la preuve de programme, c'est qu'on applique la vérification sur des modules de petite taille par rapport au programme complet, les sous-programmes ou les boucles. Et donc, pour analyser un sous-programme, on va avoir besoin d'abstraire les contextes d'appel et donc de résumer ce contexte dans une précondition. De manière symétrique, pour résumer un appel, on va avoir besoin de résumer les effets de la fonction, à la fois lecture et écriture de variables, alors qui sont générées par l'outil quand elles ne sont pas spécifiées par l'utilisateur, et effets fonctionnels dans une postcondition. Pour analyser une boucle, une itération de boucle, on va devoir résumer les effets des itérations précédentes, effets en écriture qui sont générés par l'outil et effets fonctionnels à l'intérieur d'un invariant de boucle. Ce sont les spécifications qu'on a vues lors des démonstrations, spécifications assez naturelles puisqu'elles reviennent à exprimer le résultat des calculs. D'autres spécifications sont moins naturelles quand il faut spécifier les valeurs invariantes des variables mutables.
Et c'est le cas, par exemple, si vous faites une version procédurale de la somme qui agrège dans un type data-somme à la fois le tableau dans le champ D et la somme dans le champ S, puisqu'on va garder la même postcondition qu'avant, plus une postcondition cadre qui spécifie que la valeur du tableau n'est pas modifiée. Même chose pour une boucle, on va retrouver le même invariant de boucle que précédemment, plus un invariant de boucle qui spécifie que le champ D n'est pas modifié. Donc en utilisant ces deux attributs, attribut hold qui fait référence à la valeur en entrée du programme et attribut loop entry qui fait référence à la valeur en début de boucle. Pour faire face à ces problèmes, une solution générale, c'est d'augmenter l'automatisation de l'outil. Et en effet, l'outil Spark sait analyser une fonction comme SumSpark dans l'environnement d'appel, un cas d'inlining. Il sait également dérouler une boucle for ou while quand le nombre d'itérations est petit. L'outil Spark génère aujourd'hui l'invariant de boucle de condition cadre ici, et il n'est pas exclu que dans le futur, il s'agit de générer cette post-condition cadre. Un des problèmes avec l'automatisation, c'est qu'elle ratera toujours, elle va échouer sur les cas les plus compliqués. Et donc, on se retrouve avec un des problèmes classiques de l'automatisation, c'est que plus on automatise les cas simples, plus les cas difficiles deviennent plus difficiles pour l'utilisateur parce qu'il n'a pas pu apprendre des cas simples. Et un cas très concret, donc la solution en Spark, c'est d'utiliser la preuve autoactive. Et un cas concret m'est arrivé sur la dernière fonction qu'on a vue, SumBigNum, où pendant la preuve de l'invariant de boucle que je n'arrivais pas à prouver, j'ai rajouté des assertions de plus en plus simples jusqu'à me rendre compte que la valeur d'epsilon n'était pas connue. Epsilon, c'est cette constante. Et effectivement, j'avais oublié le mot-clé constante dans la déclaration d'epsilon. C'était donc une variable, et l'outil, de façon tout à fait implicite, générait un contrat qui disait que la fonction SumBigNum lisait la valeur de cette variable non connue. Donc ici, l'automatisation a rendu le diagnostic un peu plus difficile. Je mentionne également le problème classique de l'invariant de boucle, de découverte de l'invariant de boucle, qui est parfois présenté comme le problème de la preuve de programme. Ce n'est pas le problème principal en pratique, probablement parce que la plupart des utilisateurs Spark ne vont pas jusqu'à la preuve fonctionnelle. Et donc pour les invariants de boucle nécessaires, il est en général suffisant d'utiliser les catalogues d'invariants de boucle que nous leur proposons, ou pour d'autres boucles, la méthodologie d'écriture d'invariants de boucle en plusieurs étapes que nous leur apprenons, et deux choses qui sont disponibles dans le guide utilisateur de Spark en ligne. Quel que soit le degré d'expertise de l'utilisateur, il aura toujours besoin d'investiguer les échecs de preuve pour déterminer si le code est incorrect, si la spécification est incorrecte, si la spécification est incomplète, en particulier dans le cadre de l'utilisation de conditions cadres, si c'est une limitation du modèle de l'outil Spark, ce qui est le cas pour certaines constructions de langage, ou si on atteint une limite du prover, soit que le prover ait besoin de plus de temps, soit que ce soit une limite intrinsèque. Par exemple, quand on utilise de l'induction, on a besoin d'arithmétique non linéaire ou un mélange d'arithmétique. Et ici, les messages de l'outil sont essentiels pour rentrer dans une démarche auto-active jusqu'à soit succès, soit échec d'une preuve élémentaire qu'on peut alors justifier par d'autres moyens. Comment est-ce que Spark est utilisé en pratique? Rarement pour faire de la preuve fonctionnelle, comme ce que nous faisons avec notre exemple somme. La question qui se pose alors, c'est jusqu'où pousser la vérification, pour quelle garantie? Et il y a quelques années, un ingénieur de Thales, Guillaume Folliard, nous a suggéré d'utiliser ces niveaux. Au début, on était assez dubitatif d'utiliser des noms de médailles sportives pour des objectifs de vérification formelle. Et on s'est rendu compte que cette visualisation en niveau permettait de faire passer facilement des propriétés importantes de la vérification formelle avec Spark. La première, c'est que ces niveaux définissent une gradation des garanties et des efforts, en démarrant au niveau pierre, le plus bas, juste le langage Spark, bronze au-dessus, qui est la vérification des flux de données, argent encore au-dessus pour la vérification d'absence d'erreur à l'exécution, or pour la vérification de propriétés, certaines propriétés, et enfin platine pour la vérification fonctionnelle.
La deuxième, c'est que les niveaux du dessus se reposent sur les niveaux d'en dessous. Donc il n'est pas possible de faire de la vérification de propriété si on n'a pas fait avant la vérification de flux de données et d'absence d'erreur. La troisième, comme le suggère la forme de la pyramide, c'est que typiquement les niveaux les plus élevés seront atteints seulement pour une partie du code. Et la quatrième, c'est que ces niveaux sont bien alignés avec les niveaux d'assurance utilisés en certification, les niveaux SIL, DAL, utilisés en certification avionique, automobile, ferroviaire, etc. Et si vous êtes intéressé par ce dernier point, je vous pointe cet article écrit avec des ingénieurs de Thales et d'Altran. Nous sommes une équipe de 8 ingénieurs qui développent l'outil Spark entre Adacor, Altran et INRIA. Et notre travail se partage à part égale entre le développement de l'outil et l'accompagnement des utilisateurs. Donc c'est une équipe de taille modeste, mais c'est possible grâce au fait que l'outil Spark fait partie d'un écosystème du logiciel libre. Donc si on commence complètement à gauche, on a des environnements de développement. Le plus adapté aujourd'hui pour Spark, c'est Gnat Studio. De là, on lance les outils Spark, qui font partie de la technologie Gnat. L'outil s'appelle GNAT-Prove. Donc, il partage une partie du code avec le compilateur Gnat de GCC. C'est là qu'on fait l'analyse de flux de données et la traduction du code Spark vers Y. Donc, vous voyez en dessous, effectivement, ce code. Bien. Vous voyez ce code Spark qui se transforme en un code Y. Vous pouvez reconnaître l'encodage des tableaux. Et avec cette assertion implicite que 1 est bien un indice valable dans le tableau A, qui devient une assertion ici explicite sur cette valeur temp. Et donc c'est une traduction qui est correcte vis-à-vis de la sémantique axiomatique. L'outil GNAT-Prove fait ensuite appel à l'environnement de vérification Y3. Y3 qui va générer des conditions de vérification avec un calcul de plus faible précondition sur le code YML et générer des conditions de vérification adaptées à chaque prouveur. Donc, par exemple, dans cette syntaxe SMTlib, on va voir que cette assertion dans le code Y3 va devenir ici cette assertion en syntaxe SMTlib. On reconnaît même ici là, le fait que 1 est plus grand que le plus petit indice du tableau. Et les prouveurs automatiques qui sont embarqués dans la technologie Spark sont aujourd'hui au nombre de 3, Altergo, CVC4 et Z3. Et vous remarquez qu'il y a des flèches dans les deux sens parce qu'on va récupérer des informations de la fin de la chaîne d'outils jusqu'à l'utilisateur, non seulement les résultats de preuve, mais aussi par exemple les contre-exemples. Vous remarquez aussi cette flèche en pointillé vers l'outil COC. En effet, tous les prouveurs automatiques et environnements de preuves interactives qui peuvent être branchés sur Y3 sont disponibles. Et on utilise en particulier COC pour prouver les lemmes de la petite bibliothèque de lemmes arithmétiques qu'on utilise dans Spark. Je vais maintenant parler de deux sujets plus avancés qui ont été intégrés dans la technologie et dans l'outil l'an dernier. La preuve d'initialisation partielle des données et la preuve de programme avec pointeur. Donc, par défaut en Spark, il existe une politique d'initialisation des données assez stricte, qui est que toutes les entrées et les sorties doivent être entièrement initialisées, ce qui permet de vérifier l'initialisation des données par flux de données. Mais il est maintenant possible de relâcher explicitement cette politique d'initialisation et de déléguer à la preuve la vérification d'initialisation des données. Cela se fait en annotant les types ou les variables concernées avec cet aspect Relaxed Initialization, et charge alors à l'utilisateur de spécifier explicitement l'initialisation dans les annotations, préconditions, postconditions, invariant de boucle, comme nécessaire. C'est ainsi qu'ici, on peut spécifier que le tableau A est initialisé pour tous les indices entre 1 et S. Donc on va voir ce que ça donne ici, sur le code. Donc voilà ce type data avec initialisation relâchée. Et on a cette fonction somme comme précédemment, mais qui maintenant a une précondition
énonçant que toutes les cellules qui vont être lues dans le tableau sont bien initialisées. Et donc si on lance la preuve avec Spark, on a maintenant une preuve explicite que l'accès au tableau A, à l'indice up2, correspond à une valeur initialisée. Pour que ce soit intéressant, il faut modifier ici le tableau. Donc j'ai une fonction initSpark qui va mettre la valeur 1 à toutes les cases du tableau et jusqu'à l'indice S. Et on va leur prouver que la somme résultante du tableau A jusqu'à S vaut bien S. Et que toutes les cellules correspondantes du tableau sont initialisées. Et donc, on le fait de cette façon. Donc on met 1 dans A de I, et on a deux invariants de boucle ici, là, pour spécifier que toutes les valeurs précédemment initialisées sont bien initialisées et qu'on a la valeur 1, avec un petit lemme à la fin pour passer de 1 dans toutes les cases du tableau à la somme vaut bien S quand on va jusqu'à S. Donc hop, je vous montre ici que c'est bien prouvé. Et vous remarquerez que le lemme ici a besoin également de propager cette information que les cellules lues sont bien initialisées. Avant de parler de preuve de programme avec pointeur, j'ai parlé de preuve de non-interférence pour les programmes sans pointeur. En effet, Spark interdit le partage mémoire ou aliasing entre entrée-sortie, donc ça peut être des variables globales ou des paramètres, qui seraient en interférence. C'est-à-dire qu'il y a une lecture ou écriture-écriture entre les deux chemins. Dans des programmes sans pointeur, cela peut se faire par analyse de flux de données, puisqu'il suffit de comparer les chemins d'accès. Et donc, je vous mets des exemples ici. Il y a un partage mémoire possible entre x et x, entre x et un de ces champs, x.c, entre deux cases d'un même tableau x si la valeur des cases n'est pas connue statiquement. Et il n'y a pas de partage mémoire entre deux variables différentes, x et y, entre deux champs différents de la même variable x, et entre deux cases statiquement différentes du même tableau. L'ajout des pointeurs va ajouter de l'aliasing possible. Et donc là, si on voit deux listes chaînées A et B, elles peuvent effectivement partager une queue qui est montrée en vert ici. Mais le choix dans Spark, c'est de continuer à ne pas autoriser les partages mémoire en interférence entre les zones mémoire pointées. Et donc ici, si A ou B a le droit d'écriture sur la liste, on va interdire écriture et lecture à travers l'autre liste à la portion verte. Cela permet de ne pas avoir de modèle mémoire dans Spark, et cela s'obtient en adhérant à une politique d'ownership, l'appartenance en français, des zones pointées, inspirée de ce qui est fait dans le langage Rust. Avec l'ajout des pointeurs, on a de nouvelles vérifications, le fait que les pointeurs sont valides quand on les déréférence, le fait qu'il n'y a pas de fuite mémoire lors des affectations ou à la fin des durées de vie des pointeurs. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le code. Donc voici un type de liste chaînée en Spark. Access ici, c'est pour le pointeur. Donc data est un pointeur sur une cellule. Et une cellule a un champ valeur et un pointeur next vers la prochaine cellule. On peut définir la fonction length ici de façon récursive, en la faisant saturer ici pour que ça rende un entier naturel. Et une chose qui n'est pas prouvée, qui demande à être vérifiée, c'est la terminaison, puisque aujourd'hui Spark n'a pas de principe de récursion structurelle. Et donc ici, on vérifie simplement que length se rappelle bien sur une sous-partie de la structure chaînée. Cette fonction length va permettre de prouver et de spécifier les fonctions qui suivent. Donc la fonction somme, pour éviter les débordements, va demander une liste de longueur suffisamment petite, va avoir la postcondition qu'on a vue pour tous les exemples précédents, et va avoir un invariant de boucle qui va diminuer la longueur de la liste sur laquelle on se rappelle. Et on va utiliser cette fonction somme de spécification ici dans la fonction someList. Donc encore une fois, on a une précondition pour pouvoir rester dans des calculs qui tiennent en entier machine.
Et on va montrer que le résultat de la somme, c'est bien la somme spécifiée récursivement au-dessus. Et donc le code ici, à l'accumulateur S comme d'habitude, le pointeur P qui va traverser la liste, et donc qui va être mis à jour à chaque itération de boucle avec P.next. Et on va continuer jusqu'à ce que P soit nul. C'est une boucle while. Comme c'est une boucle while, cette fois on va rajouter un argument un variant donc, qui montre que la longueur de P décroît. Et on va maintenir cet invariant de boucle qui est que la somme de A, c'est bien la valeur accumulée jusqu'à présent dans S plus la somme qui reste à calculer dans P. Et pour pouvoir appeler somme, on maintient le fait également que la longueur de P soit inférieure à Maclex. Voilà, et c'est prouvé par Spark. Alors les choses deviennent plus compliquées ou intéressantes quand on modifie la liste. Et donc là, on a une procédure initList qui va mettre toutes les valeurs dans la liste à 0, et on veut prouver que la somme sur la liste après vaut 0. Et donc là, on va prendre comme avant un pointeur P qui va traverser la liste, alors qui est autorisé ici à modifier la liste. Ce n'est pas un access constant, c'est un access. On va modifier la liste ici à travers P. Comme précédemment, on va montrer la terminaison en décroissant la longueur de P. On va maintenir ici cet invariant que la longueur de P actuelle, c'est la longueur de P au début de la boucle, moins un accumulateur C. Donc on a un compteur, on a matérialisé un compteur comme variable ghost pour permettre cet invariant de boucle. Et l'invariant principal, c'est ici de maintenir que la somme sur A à la fin de la boucle, enfin à la fin de l'emprunt, ça sera égal à la somme sur P puisqu'on a rajouté que des zéros. Et ça c'est important, c'est qu'on a emprunté la valeur mutable de A dans P, donc on n'a plus le droit de parler de A, mais on peut parler de A à la fin de l'emprunt. Et de la même manière, on peut exprimer une relation entre les longueurs de A à la fin de l'emprunt et la longueur de P à la fin de l'emprunt avec ce compteur C. Ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a besoin d'une garde ici, parce que la fonction somme a une précondition. Sur le dépôt GitHub, j'ai une version de somme qui rend un bigint, et donc il n'y a pas besoin de ces gardes. Mais du coup, on ne peut plus prouver la terminaison, puisque bigint n'étant pas un scalaire, aujourd'hui dans la TechnoSpark, on ne peut pas le spécifier comme argument de variant. Donc j'ai préféré garder cette version un peu plus compliquée avec ces gardes. Et donc, ceci est prouvé par Spark. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que P emprunte la mémoire pointée par A dans initList. Et donc, pendant la durée de cet emprunt, on ne peut pas parler de A. Mais on va devoir prouver des choses sur la relation entre A et P. Et donc, on va parler de la valeur prophétique à la fois de A et de P à la fin de l'emprunt. C'est elles qui vont être liées, mais sans pouvoir prédire ces valeurs. Et l'invariant de boucle maintient cette promesse inductivement que la somme de A est égale à la somme de P. Alors, c'est des travaux qui ont été implémentés dans l'outil Spark par ma collègue Claire Dross en se basant sur le travail de Xavier Denis qui était basé sur les travaux de Matsushita, Tsukada, Kobayashi sur ces valeurs prophétiques. Donc travail de thèse en cours de Xavier Denis. Précédemment, nous avions implémenté, cette même collègue avait implémenté une notion similaire, un peu différente, mais qui a le même objectif, de promesse, basée sur les travaux de recherche de Astraokas, Muller, Polly, Summers, également sur la preuve de Rust. Et donc, ces travaux précédents avaient donné lieu également à une publication de Dross et Koenig sur Recursive Data Structures in Spark. Et ces deux variantes de l'écriture de promesses ou de valeurs prophétiques dans les invariants de boucle, vous les trouvez tous les deux sur le dépôt Git dans deux branches différentes. Donc une qui fonctionne avec l'outil Spark tel qu'il est actuellement et une qui fonctionne avec l'outil Spark disponible en ligne Community 2020. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'un invariant de boucle classique exprime la relation entre les valeurs en début de boucle et les valeurs courantes en faisant abstraction des itérations intermédiaires. Et ici, on fait une relation entre les valeurs courantes et les valeurs à la fin de la boucle en faisant également abstraction des itérations intermédiaires qui vont venir. Donc c'est un exercice intellectuel stimulant
que j'avoue ne pas maîtriser complètement totalement. J'ai gardé la terminaison pour la fin. Donc, on a prouvé tout le long de cette démonstration la terminaison de somme pour bénéficier de l'axiome qui était nécessaire à la preuve. Mais on peut également vérifier en Spark des problèmes qui ne terminent pas, auquel cas les garanties sont valables en chaque point de programme atteint. On peut spécifier la terminaison, qui est vérifiée par une combinaison de flux de données et preuves. On peut spécifier la non-terminaison, typiquement pour des procédures d'erreur, encore une fois vérifiée par combinaison de flux de données et preuves. Et plus original peut-être, on peut spécifier la possible non-terminaison. Donc c'est pour des procédures pour lesquelles il est correct d'arrêter l'exécution. Et on a des contraintes du coup spécifiques d'appel à ces procédures. Typiquement, cette contrainte va se propager aux appelants. En conclusion, la preuve de programme est utilisable par les ingénieurs. L'outil Spark est vu comme un outil certes spécialisé, mais d'utilisation normale. Un ingénieur doit se former à l'outil pour l'utiliser. Il peut développer une certaine expertise dans la technologie et l'outil au fur et à mesure du temps. Et l'outil a et aura toujours des limitations. Il est absolument nécessaire de restreindre le langage de programmation pour la preuve, tout comme il est absolument nécessaire d'étendre au fur et à mesure du temps le sous-ensemble qui permet la preuve. L'utilisabilité repose sur ce binôme automatisation pour avoir un bon rapport bénéfice-coût et interaction pour prendre la main quand l'automatisation échoue. Et l'approche de preuve auto-active permet ce dialogue entre automatisation et interaction avec pour objectif de laisser le dernier mot à l'automatisation. Finalement, quelles que soient les qualités de la technologie et de l'outil, l'acceptabilité dépend de facteurs externes. Quelles sont les normes applicables et est-ce qu'elles favorisent l'utilisation de technologies de preuve? Quelles sont les conséquences des erreurs, parfois en termes de vie humaine, mais aussi de coûts, d'image? Et une telle technologie ne peut s'adopter que dans un cycle d'adoption particulièrement long dans les domaines critiques, typiquement de plusieurs années. Il est donc nécessaire d'accompagner les utilisateurs depuis la première preuve de concept jusqu'à l'utilisation en production. Si vous voulez aller plus loin, voici un site d'auto-apprentissage qui contient plusieurs cours sur Spark et l'URL où vous pouvez télécharger l'outil Community 2020, donc qui est mis à jour tous les ans. Et enfin, tous les exemples sont présents sur ce dépôt Git. Merci, et je serai heureux de répondre à vos questions.